Bonjour, chers auditeurs. Vous êtes à l'émission Ici Radio Refuge, en direct à l'antenne de Ici Radio Centre-Ville. Donc, merci beaucoup d'être présent parmi nous. Mon nom est Jean-François Bégin. Je suis le coordonnateur du Centre Africa. Et comme c'est la tradition, parce que nous sommes dans le monde africain, la tradition est essentielle, je suis avec mon partner, mon collaborateur, intervenant de tous les combats et de tous les jours, Jean-Marie Moussenga. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-Marie. Comment vas-tu? Je vais très bien pour cette première émission de l'année 2016. Notre première de notre... Non, c'est vrai, c'est pas une saison qui commence parce qu'on la commence à l'automne. Exactement. Ça va bien? Oh, très bien, très bien. Je pense qu'on a passé de bons moments. D'abord, des belles vacances. Hein. On s'est reposé pendant 2 semaines. Ça nous a vraiment rafraîchi. On revient en forme pour la suite. On en avait besoin parce qu'on a terminé l'année avec un gros marché de Noël qui a été extrêmement populaire, avec une fête du Nouvel An au Centrafrica qui a été aussi très réussie. Avec la journée portes ouvertes aussi. La journée portes ouvertes, effectivement. Et là, on revient... On pense déjà aux Journées africaines, à la 12e édition. bouscule-nous pas. Parce qu'avant ça, on a déjà des choses qu'on a vécues au Centrafrica. L'année a commencé en trombe. D'ailleurs, on en parlait avec nos invités qu'on va vous présenter tantôt avant l'émission. Le documentaire qui a été publié sur Internet, sur Facebook, fait chou gras, comme on dit. On fait parler de nous, le Centrafrica. Vraiment, c'est un documentaire très, très bien réalisé par... Baobab Web Télé. Baobab Web TV. Hyacinthe a fait un très bon travail. Et vraiment, c'est un outil de travail pour nous. C'est une marque de commerce, on peut dire ça. Ça montre la visibilité de ce qu'on fait. Ça montre la visibilité du travail aussi de nos partenaires, de comment on est entouré dans ce qu'on fait tous les jours. Pour vous, chers auditeurs qui ne connaissaient pas, le Centre Africa est un centre communautaire africain qui existe maintenant depuis 27 ans et dont la mission, dans le fond, qui a été démarrée par les missionnaires d'Afrique, est de soutenir l'intégration du monde africain dans sa réalité d'intégration, mais aussi dans sa réalité interculturelle. Montréal étant une ville avec beaucoup de diversité, souvent il y a des ponts à construire entre les cultures, des ponts à construire entre les religions, mais aussi entre les générations. Justement. Et nous, on est au cœur de tout cela dans notre travail. Alors, tout ça, c'est bien expliqué dans ces documentaires qu'on pourrait facilement retrouver sur notre page Facebook, Centre Africa, ou bien sur notre site web, www.centrafrica.com. Ça, c'est très important. Centre Africa avec un K. Avec un K à la fin. On va pas faire cette erreur. On est africain, oui. Jean-Marie, donc, aujourd'hui, on a une émission extrêmement intéressante. Je vais juste faire un parallèle avec ce qu'on va vivre demain au Centrafrica. Demain, au Centrafrica, on va avoir des jeunes de l'école secondaire Jean-Jacques Bertrand de Farnham qui vont venir passer une journée avec nous au Centrafrica pour vivre une activité interculturelle, un bain de culture. On va les transporter dans le monde africain avec des acteurs du monde africain, des nouveaux arrivants même qui viennent d'arriver. Et dans le fond, notre sujet de ce matin touche un peu la question justement de ces jeunes qui nous viennent des régions, parce qu'ils sont les acteurs de demain. Justement, on a un très beau sujet aujourd'hui. On va parler de la régionalisation des immigrants tout à l'heure avec nos invités superbes. C'est un plateau riche. Jean-François, sais-tu qu'un grand nombre d'immigrants ont des perceptions négatives vis-à-vis des employeurs? On sait que des fois, il y a comme une fausse balle. On dirait qu'il y a des choses qui sont pas claires parce que la régionalisation est un défi. Alors, ils trouvent que ceux-ci ont une certaine méfiance envers eux, qu'ils manquent d'ouverture et de confiance envers eux. Cette dynamique crée également un obstacle à leur intégration. Et c'est malgré les efforts de leur part pour réussir dans les domaines professionnels. Parce que c'est pas les efforts qui manquent. Hein. Tout ce qu'on essaye de créer depuis des années. Il y a des efforts, années, il y a la volonté aussi. Il y a de la volonté. Réussir. Mais parfois, on est mal outillé. Hein, on n'est pas bien informé. Alors, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On sait que, j'ai parlé de la régionalisation, bien sûr, des immigrants, et nous tenterons d'en parler avec des personnes impliquées dans ces domaines qui essayent justement de faciliter l'intégration de ces personnes qui vont en région. Exactement. On l'a dit au début, nous autres, on est au Centre Africa, on a un paquet de monde qui passe par le centre, de différents horizons. Notre famille élargie, comme on dit en Afrique, elle est très riche. Et ce qu'on a pour vous, chers auditeurs, ce matin, avec les personnes qui sont entourées, ils font partie de notre famille, c'est des acteurs dans le monde de la régionalisation et de l'intégration des immigrants, et on va vous les présenter après le premier bloc, qu'on va conclure. On a décidé de changer un petit peu notre formule, passer des bons plans des Africains avec les mots du sage du village. Oh! Jean-Marie. Oh! Comme les mots du sage du village. Parce que nous, on dit qu'en Afrique,
on dit qu'une parole qui est dite est comme une goutte d'eau qui est versée. On ne peut plus la ramasser. La valeur de la parole est extrêmement importante. Et nous, dans notre émission, on veut absolument tenir compte de ça en donnant un mot de sagesse, une parole qui nous éclaire, mais aussi qui nous dispose avec nos invités et qui nous aide aussi à bien cerner les défis et les enjeux auxquels nous, on est confrontés au quotidien dans notre travail. Alors, tu vas maintenant jouer le rôle-là du sage du village. Alors, et ça sera suivi des vœux qu'on vous souhaite pour la bonne année. Le mendiant et le roi. C'est le texte que je vous ai trouvé. J'étais allé, mendiant, de porte en porte sur le chemin du village, lorsque ton chariot d'or apparut au loin, pareil à un rêve splendide, et j'admirais quel était ce roi de tous les rois. Mes espoirs s'exaltèrent et je pensais, c'en est fini des mauvais jours, et déjà je me tenais prêt dans l'attente d'aumônes spontanées et de richesses éparpillées partout dans la poussière. Le chariot s'arrêta là où je me tenais. Ton regard, cher roi, tomba sur moi, et tu descendis avec un sourire. Je sentis que la chance de ma vie était enfin arrivée. Soudain, alors que tu tendis ta main droite, et tu dis « Qu'as-tu à me donner ?» À ma surprise, mais quel jeu royal était-ce là de tendre la main au mendiant pour mendier? J'étais confus et je demeurai perplexe. Enfin, dans ma besace, je tirai lentement un tout petit grain de blé et je te le donnai, cher roi. Mais combien fut grande ma surprise lorsque, à la fin du jour, vidant mon sac, je trouvai un tout petit grain d'or parmi le tas de pauvres grains de blé qui se tenait. Je pleurai amèrement alors et je pensai « Oh, mais que n'ai-je eu le cœur de te donner tous les grains de mon sac !» Fin de l'histoire. Oh. Vous savez, chers auditeurs, nous, les vœux qu'on vous souhaite cette année, c'est de vivre des solidarités, d'être des acteurs de la solidarité pour vous ouvrir et accueillir les démunis, les exclus, les réfugiés, les itinérants. Ce petit grain de blé que vous donnerez à ces gens-là se transformera peut-être dans vos vies en grain d'or. Et si vous en donnez plus, peut-être en aurez-vous plus. Nous vous souhaitons aussi de contribuer au mieux vivre ensemble. Cela va sûrement vous permettre de voir que tout va pas si mal dans notre monde, malgré tout ce que les médias nous racontent. Et si vous faites cela, peut-être que vous goûterez aux fruits de donner justement de vous-même et que vous connaîtrez la joie de la santé globale dans votre vie. Pas juste la santé du corps, la santé de l'esprit, la santé de votre être, la santé de cœur et qui va vous permettre peut-être de mener à bien vos aspirations et d'être des êtres épanouis. Voilà ce qu'on vous souhaite. C'est riche ce que tu dis. Tu sais, ça me ramène 19 ans en arrière lorsque je suis arrivé au Québec. Les gens ne s'imaginent pas. Tu arrives dans un pays étranger où tu ne connais personne, où tu es bien accueilli, tu trouves les gens chaleureux par rapport à la guerre que tu as fouillée chez toi. C'est merveilleux. Ouais. Et c'est cet élan-là qui continue aujourd'hui, par exemple, avec l'accueil des Syriens. C'est très bien ça. Ça montre la solidarité que le peuple peut avoir, le cœur qu'on peut s'ouvrir pour les autres. Et ça, c'est nos souhaits pour la nouvelle année et vous en recueillerez tous ces grains parce que vous rencontrerez le roi sur votre chemin avec Youssou N'Dour qui nous transporte dans les airs du désert. Wow. si àdduna su ma xoolee sama ginnaaw sama xol jeex Yàlla dafay jël sa wërsëg jaarale ko ci keneen
yow sonago danga naan kii su ma wàccee damay dox yàlla dafay mujj bàyyi laak moom te di la seetaan yàlla mi la sàkk mën laa defar bàyyi laa jooju waayoo gaañi moytu leen sa jëfi tey daal mooy sa jëwu ëllëg lii de wóor na ma sama gént gi man yeena ma si àdduna su ma xoolee sama ginnaaw sama xol jeex sama ginnaaw wéccu daldi am waaye démb tax ñu naan tey guddi moo tax ju naan bëccëg suma xoolee suma ginnaaw wéccu daldi am sama gént gi yenn ma si àdduna suma xoolee sama ginnaaw sama xol jeex yàlla dafay jël sa wërsëg jaarale ko ci keneen yow soo naagoog danga naan kii suma wàccee damay torox yàlla dafay mujj bàyyi laak moom te di la seetaan yàlla mi la sàkk mun laa def bàyyi laa jooju waayoo Bonjour, c'était Youssou N'Dour et la pièce Sama Gentugi. Mon nom est Jean-François Bégin, en compagnie de Jean-Marie Moussenga. Nous travaillons au Centrafrica, au cœur de la diversité du monde africain, à Montréal. Donc, Jean-Marie, donc notre sujet ce matin, on a dit qu'on parlait de la régionalisation des immigrants et on a avec nous, en fait, des gens de la famille élargie, des experts en la question. Donc, on accueille avec nous d'abord Monsieur Jean-Luc Gélina, qui est un policier de carrière, et Jean-Luc a été gestionnaire depuis une vingtaine d'années dans des institutions publiques et parapubliques. Il a été enseignant une dizaine d'années, directeur de programme de formation durant 6 ans, et maintenant il occupe le poste de coordonnateur des services au service d'orientation et d'intégration des immigrants au travail à Québec, le SWAT. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Ça va bien? Bien oui, merci de l'invitation. Merci, ça fait plaisir. Merci d'être là. Et le deuxième invité, il est au Québec seulement 14 mois seulement. Il est originaire d'Algérie, diplômé d'école de commerce d'Alger en sciences commerciales et financières, option marketing. Il a accumulé plus de 12 années d'expérience dans différents secteurs d'activité. Lubrifiant, bitume, appareillage électrique, agroalimentaire, et a eu l'opportunité d'activer dans le domaine de la vente et du marketing. Bonjour Mohamed. Bonjour Jean-Marie. Comment tu vas? Ça va, merci. Bienvenue à Montréal, parce que tu vis à Québec, hein? Ah oui, je vis à Québec. Réfugié à Montréal. Ouais. Depuis ton arrivée au Québec, on en parlera tantôt. On va présenter le troisième et dernier invité qui est de la maison aussi, on peut dire, Doudou. Doudou So possède plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de l'intégration professionnelle des immigrants, de l'action communautaire et de la vie
associative. Sociologue de formation, il a écrit des ouvrages qu'il va nous parler tantôt lui-même. Bonjour Doudou. Bonjour Jean-Marie et merci de l'invitation. Et comment tu vas? Je vais très bien. Ah oui, lui c'était l'ancien de la maison. L'ancien du village, là, maintenant. On l'a vu naître dans le village. Mais en tout cas, tu viens de me transporter aussi avec la musique de Youssou N'Dour également. Ah, ben c'est sûr que ça vient de chez toi, ça. Hein? Ben justement, de la musique. Merci beaucoup d'être là, Doudou. On va revenir à toi tantôt. Le plaisir est partagé. On va commencer à tout seigneur, tout honneur avec Jean-Luc, parce que Jean-Luc est un petit peu au cœur de cette émission-là, parce qu'on l'a rencontré à l'automne dernier, Jean-Marie au Centrafrica. Il était venu nous rencontrer pour nous parler un peu de ce que le SWAT fait. Nous, on connaissait le SWAT depuis quelques années. Moi, je n'étais pas là, c'était avec Sandia. Avec Sandia, oui. Une autre collègue qui est intervenante sociale. Exactement. Et la rencontre avait tellement été riche avec Jean-Luc qu'on a dit non, il faut faire quelque chose avec ces gens-là. C'est des gens sérieux qui travaillent bien. Et nous, on aime s'entourer de gens. C'est pour ça qu'on dit qu'il fait maintenant partie de la famille. Jean-Luc, d'abord, peux-tu nous parler un peu de l'organisme, le SWAT, le Service d'orientation et d'intégration des immigrants au travail? Ben, c'est un organisme ça fait 30 ans que ça fonctionne, cet organisme-là, dans la région. Donc, dans le fond, le SWAT, c'est 3 services. Un des services, c'est les services d'employabilité, donc pour emmener les gens au marché du travail. Donc, c'est des programmes qu'on donne aux gens pour intégrer le marché du travail, faire leur CV, comprendre la culture de la région. Donc, comment se préparer pour être compétitif quand on s'en va dans une organisation ou un organisme pour le travail. Deuxième volet, c'est l'orientation. Donc, des gens, des fois, veulent avoir de l'orientation, repositionnement de carrière ou retour aux études. Donc, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est le service aux entreprises. Donc, les entreprises vont faire avec eux pour placer des gens en entreprise pour répondre aux besoins de la région. En gros, là, c'est les 3 services. Donc, vous êtes vraiment l'organisme pivot, là. Vous êtes les pieds et les mains pour permettre de faciliter, mais aussi pour l'enracinement de personnes en emploi. Oui, on fait affaire avec d'autres partenaires pour l'enracinement, mais ce qu'on veut, c'est donc que les gens soient à une intégration le plus facile possible, autant socialement que professionnellement. Mais juste... Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que les régions aujourd'hui sont-elles vraiment prêtes à recruter au sein de la diversité? La diversité est grande aujourd'hui, hein? Les immigrants, je vais dire. Est-ce qu'elles ont toutes les ressources nécessaires pour cela? Je vous dirais que dans les régions, ça s'est grandement amélioré. Je vous dirais, comparé à 20 ans, il y a eu une nette progression et un net engagement de la part autant des citoyens qu'au niveau politique. C'est qu'on a les installations, il y a une volonté. Je vous donne un exemple au SWAT. De clientèle, on a des gens de 65 pays différents. Donc, qui sont arrivés à la région de Québec, qui se sont établis à Québec, qui vivent à Québec et qui font partie de la communauté de Québec. Ben, j'imagine que ça doit marcher parce qu'on a en plus en studio avec nous un fruit de votre travail, si on peut dire ça comme ça, en parlant un peu de façon imagée, avec Mohamed, qui est Mohamed Mahamidi, qui travaille avec vous au SWAT à Québec et qui est passé donc dans toute cette filière-là, on pourrait dire. Oui, bonjour Mohamed. Bonjour. Donc effectivement, je suis un des fruits du SWAT. Donc j'ai fait un passage au SWAT donc en tant que résident permanent. Donc j'ai eu à suivre tous les différents services qu'a énuméré Jean-Luc tout à l'heure. Donc les services du SWAT en fait m'ont permis de m'éclairer en fait sur la situation du marché à Québec. Donc j'ai pu savoir quelles étaient les opportunités présentes pour moi et qu'est-ce que je pourrais prendre immédiatement comme emploi en attendant de suivre mon acheminement de carrière. Donc ce qu'a dit Jean-Luc tout à l'heure était vraiment je l'ai vécu en fait. Donc je l'ai vécu et j'ai pu suivre mon chemin et le chemin qui m'a mené aujourd'hui. Mais dis-moi, dans ta présentation, tu as dit que ça fait 14 mois seulement que tu es au Québec ici. Mais comment tu as fait pour atterrir à Québec? Voilà, donc je vais raconter en fait mon histoire. Donc je suis arrivé en fait en 2012 en éclaireur la première fois. Je suis venu accompagné de ma femme et étant donné qu'elle prépare son doctorat à l'université Laval, je suis parti directement à Québec. Mais avant de venir à Québec, je me suis renseigné sur le marché de l'emploi. Donc j'ai vu ce qu'il y avait comme opportunité d'emploi et aussi sur le taux de chômage qui est très faible à Québec, qui tourne par rapport à
Montréal. Par rapport à Montréal, voilà, qui tourne aux alentours de 5%. Et aussi, j'avais vu qu'il y avait plus d'opportunités, étant donné qu'il y avait moins de monde, donc on avait plus la chance de décrocher un emploi dans le domaine qu'on souhaitait. Donc, en 2012, j'ai fait un petit tour d'horizon. J'ai vu quelles étaient les entreprises qui étaient sur place, et j'ai même eu l'occasion de faire du bénévolat avec le centre multiethnique. Donc, dans une nuit de Noël. Tu as été bien coaché, là, vraiment. Là. Bravo, Jean-Luc. Oui, et ça m'a vraiment permis d'avoir une idée, de m'imprégner en fait de la vie réelle à Québec. Donc voilà. Donc après ça, je suis retourné en Algérie. Donc et je suis revenu définitivement en 2014 avec ma femme et ma fille. Et j'ai commencé à suivre les différentes démarches que j'ai eues au SWAT. Et j'ai pu faire même, j'ai eu une mentor qui m'a été délivré par le SWAT et qui m'a permis aussi d'assister à différents séminaires et différentes activités qui sont liées directement à mon domaine d'emploi, qui est le marketing et la vente. Et j'ai pu élargir mon portefeuille de connaissances, et ça m'a vraiment enrichi et m'a permis d'avoir des connaissances qui m'ont orienté en fait après à trouver le job du SWAT aussi. Donc sachant que 80% des emplois sont cachés et qu'il faut les trouver en fait dans leur réseau, et c'est ce que j'encourage aux gens, c'est-à-dire de développer leur réseau. Non, ça c'est ce qu'on ne cesse de répéter au quotidien dans notre travail. Et bien souvent ça se développe par le bénévolat. Et aussi à participer dans différentes ateliers, activités de partenaires et tout. Oui. Mais moi je t'écoute en tout cas, Mohamed, et vraiment tu représentes pour moi un peu l'idéal que nous poursuivons par rapport à l'intégration des immigrants en région. Je regarde Doudou qui acquiesce parce que il a hâte de nous dire des choses par rapport à justement cette réalité-là, parce que bon, Mohamed est un idéal, il a un parcours, il a tout mis les chances de son côté pour y arriver. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce défi? Est-ce qu'on rêve quand on parle de régionalisation, ou c'est quelque chose qui est réaliste? Ben, c'est quelque chose qui est réaliste dans la mesure où on met tous les moyens financiers nécessaires en fait à l'intégration des personnes immigrantes, mais aussi à des structures également qui accueillent comme le SWAT, ce sont les partenaires régionaux, pour pouvoir leur permettre de réussir en fait à leur mission. Mais il y a plusieurs facteurs, mais on sait d'avance que le succès de l'attraction des immigrants en région passe par l'emploi, qui est la pierre angulaire de la régionalisation de l'immigration. Et Mohamed est un cas à part, un exemple même à succès, ou un modèle à succès, dans la mesure où il s'est donné beaucoup de moyens en fait pour réussir là où il est présentement, parce qu'il a pu utiliser des outils qui fonctionnent comme le bénévolat, le mentorat, et je sais de quoi j'en parle parce que je suis également responsable en fait du mentorat. Mais dans la plupart des cas, on sait qu'il faut aussi une préparation du milieu. Monsieur Jean-Luc en parlait tout à l'heure, parce que cette préparation du milieu aussi et de l'encadrement facilite une meilleure intégration, mais une rétention aussi dans le milieu également. Et pour répondre à ta question, quand on parle également de rêve, sûrement on aura l'occasion de revenir là-dessus dans la deuxième peut-être partie de l'émission. Mais quand on parle de régionalisation, il y a plusieurs facteurs et la question est beaucoup plus complexe qu'elle n'en a l'air. Ouais. Jean-Marie? Je voulais poser une question à Jean-Luc, parce que le cas de Mohamed est quand même exceptionnel. C'est quelqu'un qui est venu avec un bagage déjà. Alors moi qui arrive par exemple sans une expérience professionnelle, est-ce que les SWAT a des services à me proposer? Oui, on a toute clientèle confondue, on a des services. Moi, je vous dirais, quand on a fait l'embauche de Mohamed, si vous auriez vu la qualité des autres candidats également, je vous dirais, quand on parle d'embauche, il faut regarder soi-même quelle force qu'on a et qu'est-ce qu'on apporte à une entreprise. C'est un vase communicant, ça. Et quand on a rencontré des candidats, j'ai vu des perles, des gens. Quand on a embauché Mohamed, j'ai pris le temps d'appeler tous les autres pour leur expliquer que c'est pas eux qui sont en cause, mais on a pris le meilleur, de continuer à les encourager et de se perfectionner. Et je vous dirais qu'on a toutes personnes confondues, parce qu'il y a des emplois dans
tous les domaines. Chacun a sa place. Exactement. Vous apportez un point qui est extrêmement important, Jean-Luc, parce que Doudou, on a déjà parlé de cette question-là. Quand on retrouve des fois dans des entreprises ou même dans la fonction publique, que ce soit à Québec, Montréal, peu importe où, souvent on a des gens qui sont des concierges dans des immeubles, alors que dans le fond, ils ont des formations d'ingénierie. Ils devraient être au 10e étage en train d'être ceux qui sont les penseurs. On a souvent au Québec, justement, de la difficulté à bien cerner ce que vous venez de dire, cette force de savoir reconnaître chez ces personnes qui viennent ici les forces et les talents qu'ils ont, les compétences qu'ils ont acquis dans leurs expériences de vie. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à détecter cela? C'est quoi notre culture ici au Québec qui empêche cela? Effectivement, le problème de la reconnaissance des diplômes, des acquis, des compétences est un talon d'Achille de la politique d'immigration québécoise. La question aussi est beaucoup plus vaste dans le sens où il y a plusieurs paramètres à prendre en considération. Parce que si on sélectionne des personnes, on s'attend aussi à ce que cette personne vienne véritablement intervenir dans le sens, en fait, d'une politique économique. Mais en même temps aussi, on s'attend aussi à ce que cette personne également trouve un emploi à la hauteur de leurs compétences. Si ces personnes ne trouvent pas un emploi à la hauteur de leurs compétences, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais c'est une responsabilité partagée qui inclut plusieurs acteurs. Ça, c'est un facteur, comme tu dis, l'intégration, puis on en parle tellement souvent, Jean-Marie, de ça. Nous, on travaille pas au service de l'intégration des Africains. On travaille au service de l'intégration du monde africain. Et ça inclut intégrer les Québécois qui sont ici d'origine à s'intégrer à la réalité des gens qui viennent d'ailleurs. Si ça, c'est vrai pour le monde, c'est vrai pour les entreprises, j'imagine, et c'est vrai pour tout le monde. Et ça évite beaucoup les préjugés parce que lorsqu'on ne côtoie pas les gens, les étrangers, les immigrants, on ne peut pas les connaître. Ouais. On va revenir après la prochaine pause musicale sur cette question des responsabilités partagées et évidemment dans le contexte de la régionalisation des immigrants. On vous laisse avec l'artiste Oyub Ogada, artiste kenyan qui nous fait découvrir sa pièce Nmana Nkuyo. Yok moko to timre ni gikia jo wete ni ero sura urwenya ni adres ogolo ngwech hiro wato lal yawa pinywa yok moko to timre ni ging'eyo somo yawa tinde thuono puonj hiro fulu bende oro gamamba logi nyako weti yawa pinywa Jokom nenuru chako chono lodi ajuoga Minyauro ero yawa pinywa Jokom yawa nenuru chako chono lodi ajuoga Minyauro yawa pinywa Nyithindo matinde yawa nyithindo Dwoko minto wito ne wuona yany Damare begi thuolno yawa pinywa Hero nyithindo matinde yawa Hero nyithindo matinde yawa Dwoko minto wito ne wuona yany Damare begi chayo yawa pinywa Jokom, yawa Jokom, yero Jokom. Ici Pierre Lahaye, horticulteur. Tous les jeudis de 15h à 16h, vous serez à l'écoute de mon émission Une bouffée d'air frais. L'environnement, la botanique, l'horticulture seront à l'honneur. Vous pourriez gagner 2 billets offerts par le Jardin botanique de Montréal en répondant à ma question sur les ondes de Radio Centre-Ville, le 102,3 FM. C'est un rendez-vous tous les jeudis de 15h à 16h.
Le Salon international de la mariée présente le Salon multiculturel de la mariée à Montréal les 23 et 24 janvier 2016 en collaboration avec Mariage Québec et Wedding Bells au 777 rue Université, Montréal, accessible métro Square Victoria. Pour plus d'informations, suivez-nous sur divinebridal.ca. Chérie, tu dirais quoi si je baissais le chauffage? Que tu veux te coller contre le plus bel homme du monde? Par grand froid, abaisser la température dans la maison est une excellente idée. Un geste collectif qui contribue à répartir la consommation d'électricité lorsque le réseau est grandement sollicité. Un message d'Hydro-Québec. Papa, hein, ce soir, je pars pas la vaisselle. Ah, ça, c'est mon gars. Toujours soucieux du bien-être des autres. Par grand froid, reporter l'utilisation du lave-vaisselle est une excellente idée. Un geste collectif qui contribue à répartir la consommation d'électricité lorsque le réseau est grandement sollicité. Un message d'Hydro-Québec. Radio Centre-Ville, 102,3 FM. Un monde différent. Bonjour, vous êtes à l'émission ici Radio Refuge avec Jean-François Bégin, Jean-Marie Moussanga du Centrafrica. Nous parlons aujourd'hui de la régionalisation des immigrants et nous sommes en compagnie de M. Jean-Luc Gélinas et Mohamed Hamidi qui travaillent au SWAT, le service d'orientation et d'intégration au travail de la région de Québec. Et on est aussi en compagnie de Doudou Sow, sociologue qui possède une vaste expérience dans la question et d'ailleurs qui a déjà écrit des ouvrages qu'on pourra vous en parler un peu plus tard dans l'émission. Doudou, on va prendre avec toi un petit peu, on parlait tantôt un peu de la dimension de la régionalisation dans son contexte, ce que ça représente, les défis, mais ça fait des années que nos gouvernements, ont investi de l'argent dans des organismes, il y a eu des programmes qui ont été mis sur pied, on parle quand même de quelques décennies d'action, puis on sent pas le momentum, on a comme une perception d'échec. Est-ce qu'on se trompe quand on dit ça? Tu as raison, Jean-François, quand tu parles de perception d'échec, dans la mesure où la question est plus complexe. Il est vrai que la régionalisation existe depuis une décennie, dans les années 90, et n'a pas toujours donné les résultats escomptés. Quand on regarde d'abord les statistiques, on voit qu'il y a une augmentation des personnes qui s'installent en région, mais la concentration à Montréal devient toujours une réalité. Et si on regarde même les statistiques Canada, notamment en fait la dernière enquête de Statistiques Canada en 2011, on voit toujours que l'île de Montréal représente 70% de l'immigration. Mais si on regarde par exemple la région métropolitaine de recensement en 2011, on nous parlait de 86,8%, c'est-à-dire la concentration des immigrants dans la région métropolitaine de recensement. En 2006, le pourcentage était à 86,9%. Donc, ça veut dire que c'est une régionalisation, donc ça veut dire qu'aussi il y a une pédagogie, ça veut dire qu'aussi également ça prend du temps pour que aussi cette régionalisation fonctionne. Mais en même temps aussi, la régionalisation de l'immigration a toujours été une priorité plus ministériel que gouvernemental. D'ailleurs, même les acteurs en fait régionaux dans la dernière commission parlementaire sur la planification de l'immigration pour la période 2012-2015 avaient dénoncé en fait l'absence d'une politique réelle de régionalisation de l'immigration. En même temps aussi, par rapport à cet aspect, il y a aussi un rapport de la table de concertation au service des personnes réfugiées et immigrantes à travers son volet réseau des organismes en régionalisation qui dénonçait cet aspect. Mais aussi un autre aspect. Parce qu'il y a certaines régions qui sont dans une phase de consolidation de la régionalisation de l'immigration, d'autres qui sont dans une période de balbutiement, de préparation, d'accueil aussi également. Ce qui veut dire que la perception ou l'image qu'on a de la région est différente d'une région à une autre. Il y a certaines régions, c'est peut-être une tradition humanitaire d'accueil des réfugiés, la capitale nationale, ainsi de suite, la ville de Sherbrooke, mais d'autres régions également, la présence des immigrants se remarque par rapport à la présence des étudiants étrangers également. Ouais, ça, est-ce que ça fausse pas un petit peu les données aussi d'une certaine façon? La présence des étudiants étrangers, c'est pas vraiment des gens qui s'établissent, là, ils sont de passage. Mais la politique du gouvernement, c'est de faire de telle sorte qu'on retient ces personnes également. Ouais. Parce qu'il y a le programme PEC, le programme de l'expérience québécoise, qui fait de telle sorte également, on essaie de retenir aussi bien les travailleurs temporaires que les étudiants étrangers également. Parce qu'il y a aussi cette politique du gouvernement qui, pour les demandeurs d'asile,
des revendicataires à l'étranger ou des gens qui ont reçu leur résidence permanente à partir de l'étranger, on les disperse un peu partout dans la région. Donc ils ne viennent pas nécessairement à Montréal, mais on les envoie maintenant en région. Mais ça, c'est la politique des réfugiés. Eux, ils n'ont pas le choix, en fait, que de s'établir dans les régions où le gouvernement les prédestine. Ce n'est pas le cas, en fait, des immigrants. Et aussi, on est dans une société libre également, que ça fait partie aussi de nos valeurs aussi, canadiennes et tout. Quand les gens, même s'ils sont sélectionnés et qu'ils font la procédure d'immigration et qu'ils ont une offre validée de 10 points, qui dit qu'ils choisissent, par exemple, la région, une fois à Montréal, s'il veut aussi, il peut partir également et peut rester à Montréal. Mais comme Mohamed le disait tout à l'heure, l'effort qui doit être fait, c'est au niveau de la préparation, en fait, de la personne avant son arrivée, mais aussi une adaptation des outils également sur place aussi. Mais justement, tu fais appel à Mohamed. Mais justement, Mohamed, toi, avec ton expérience, as-tu l'impression qu'on s'inspire suffisamment d'expériences de réussite comme la tienne? Parce que moi, j'ai l'impression que ça reste comme l'être morte quand on parle de perception d'échec, mais on met pas en valeur les réussites non plus. Mais en fait, moi, si je parle de réussite, mais je me suis inspiré surtout d'échecs d'autres personnes qui ont fait une immigration bien avant moi. C'était des personnes qui étaient prédestinées à trouver un emploi dans leur domaine, mais finalement, ils n'ont pas pu le décrocher. Et ça, c'est dû à différents facteurs, en fait. Donc, il y a aussi le facteur qu'on va dire qui nous prédispose à vivre en communauté. Donc, nous, en général, je parle tout des Maghrébins, lorsqu'on immigre, on a tendance à aller vers le cousin, vers le frère, vers le proche, et on s'installe automatiquement là où il est. Donc, s'il y a du chômage ou s'il y a de l'emploi, ça passe au second plan. Alors que parfois, c'est faux. Je pense, moi, personnellement, qu'il faut essayer de mettre un plan d'immigration avant d'arriver ici. Il y a aussi l'outil qui est mis à disposition des nouveaux arrivants-ciels qui est très intéressant qui est très intéressant par rapport à ça. Et à mon avis, il faut vraiment aller avec une stratégie d'implantation et d'immigration, parce que immigrer, c'est tout un projet de vie. Moi, ça m'a pris 6 ans avant d'avoir ma résidence permanente. Et ça m'a pris aussi un fonds, c'est-à-dire ça m'a coûté aussi de l'argent. Donc, si je fais tout ça, c'est pour réussir et pour aller m'intégrer aussi. Voilà. Mais Jean-Luc, Mohamed parle de facteurs. Je pense que l'un des facteurs, c'est celui de la non-reconnaissance des diplômes de ces étrangers qui viennent ici, des immigrants qui viennent, qui n'arrivent pas à percer dans leur domaine. Est-ce que de ce côté-là, soit mène une certaine sensibilisation auprès du gouvernement pour que cela puisse changer? La reconnaissance des diplômes, on sait que c'est une problématique qui demeure. Souvent, la problématique est liée aussi à la reconnaissance de l'ordre. Parce que je vous dirais, au niveau des diplômes, maintenant, on voit des mécanismes plus rapides de reconnaissance des diplômes. Il y a eu une certaine amélioration là-dessus. Où ce qu'on a une difficulté, c'est dans la reconnaissance au niveau de l'ordre. Donc, les ordres professionnels, il y en a une multitude, et la grande difficulté étant là. D'ailleurs, c'est pas pour rien, le gouvernement, il y a 5 ans, avait instauré le poste de commissaire aux plaintes au niveau de l'ordre, où les gens se sentent discriminés, peuvent porter plainte au commissaire aux plaintes au niveau des ordres professionnels. Et aussi, il y a des fois des écarts de culture, mais qu'on peut combler par la formation, parce que aussi ça va dépendre de la valeur des gens avec la façon dont il faisait son métier dans son pays, puis de la façon dont il fait ici, correspondent pas nécessairement aussi à ce qu'il est habitué de faire. Okay, par exemple, j'ai des clientèles qu'on a ici, qu'on a des clients. Les gens étaient infirmières dans leur pays, et ici, ils trouvent l'apparition beaucoup trop grande comparé à ce qu'elles faisaient. C'est qu'ils vont faire leur métier, mais exemple, auprès des personnes âgées, où ce qui rapporte des succès incroyables près de cette clientèle-là. Donc, ils s'adaptent par rapport aux besoins ici pour amener vers une qualité de vie pour eux et pour ceux qui desservent. Oui, comme Jean-Luc le disait tout à l'heure, effectivement, oui, il y a une mise en place d'un commissaire, en fait, suite à une recommandation de Bouchard-Taylor dans le gouvernement de Charest, et celui qui a le profil de l'emploi, c'est Maître André Garpi. Il fait un excellent travail. Sauf que il y a quand même un problème, parce que son mandat devrait être beaucoup plus large, puisque il y a des ordres, mais en même temps, il y a des institutions d'enseignement. Le cas aussi des médecins étrangers est une réalité. Ils ont
tous les prérequis, ils ont réussi à des examens d'ordre professionnel, mais en même temps aussi les institutions d'enseignement à chaque année disent qu'il manque des places, alors qu'également il y a une disponibilité des personnes qui existent. Le seul problème, c'est peut-être parfois une différence de culture de pratique. Quand ils arrivent également, il faut que c'est là où le mentorat ou d'autres outils également deviennent intéressants et tout. Mais je rebondis sur Mohamed disait tout à l'heure concernant la régionalisation qui est un projet de vie. Ça en fait Promis le dit, qui est un organisme qui est basé à Montréal, mais aussi le collectif parle d'un choix de vie. Pour moi, ces deux concepts-là vont ensemble. À partir du moment où les personnes sont déjà informées sur les réalités en région, sur les attraits socio-économiques, sur les attraits socio-culturels, en même temps aussi, ils définissent un plan de marche très bien établi, le succès peut venir de là aussi. Mais le cas de Mohamed est, je te disais, symptomatique parce que c'est un cas, dans la plupart des cas, les personnes immigrantes, ils débarquent d'abord à Montréal. Elles sont encadrées par les 4 organismes qui sont mandatés par le ministère de l'Immigration. Ensuite également, les partenaires régionaux recrutent par exemple ces personnes. Mais aussi, vous parlez aussi, Jean-François, de la question de la politique de perception. C'est ça qui a fait de telle sorte qu'il y a certains acteurs régionaux qui vont aller même directement chercher des personnes immigrantes pour les amener en région, pour être certains qu'elles vont déménager dans la région. Parce qu'ils doutent en fait de l'efficacité de la politique quand même du gouvernement en termes de sélection, même s'ils changent maintenant le critère à travers la déclaration d'intérêt. Mais encore faut-il tenir compte des individus et du potentiel qu'ils ont. Moi, c'était intéressant quand on s'était rencontrés, Jean-Luc, parce qu'on sentait qu'il y avait un changement maintenant dans la vision globale de ce que les entreprises portent comme regard sur les gens qui viennent. C'est-à-dire que, d'après ce que vous me disiez, puis vous me direz si c'est vrai, il y a comme un changement de cap, là. C'est-à-dire que l'entreprise tient plus compte simplement d'un individu qui va venir combler un poste, puis bouf, on te met là, puis ça finit là. On pense de plus en plus à regarder, mais cet individu a un potentiel. Si on veut le garder, il faut tenir compte de son potentiel et le faire croître dans cette entreprise, le faire grandir, le faire accéder peut-être à des potentiels qui viennent chercher des valeurs qu'il porte, mais aussi qui vont l'aider à s'épanouir. Absolument. Les entreprises dans la région de Québec, il y a une très grande ouverture maintenant comparativement avec avant. Il faut dire qu'on est en demande au niveau de la région, au niveau de l'emploi, là, parce qu'avec 5%, un petit peu plus que 5% pour le chômage, c'est le plein emploi pratiquement. On voit des entreprises, exemple, qui me disent, moi, j'ai besoin de gens. Exemple, il y en avait là pour conducteurs de chariot élévateur. Ben, ils ont le choix entre le français, l'anglais et l'espagnol. Ils ont des sélecteurs pour faciliter l'intégration pour que les gens entrent au travail. Il y a les entreprises qui disent, on va faire des changements pour faciliter l'intégration au travail et l'épanouissement au niveau de la vie privée. Donc, on développe des technologies qui s'adaptent à ces réalités-là de ces gens-là parce qu'on veut leur montrer qu'on tient à eux. Puis c'est pas juste des travailleurs, c'est des acteurs régionaux parce que ces gens-là, s'ils s'intègrent, c'est bon pour tout le monde, là. Absolument. Puis je vous dirais qu'une entreprise qui embauche une personne immigrante n'embauchera pas qu'une seule personne immigrante. Et une entreprise qui en embauche un puis qui fonctionnera pas voudra plus en avoir. D'où l'importance de maintenir le lien avec l'entreprise et de démontrer la force. Parce que maintenant, ce qu'on veut aller démontrer aux gens, c'est pas des gens qu'on va embaucher à rabais parce que c'est un immigrant, il faut le prendre parce qu'il y a une valeur certaine pour l'entreprise, il y a une qualité qui va faire progresser l'entreprise. Jean-Luc disait cet élément qui me semble aussi important parce que il a parlé de la capitale nationale. Le cas de la capitale nationale est différent de la grande majorité des régions parce que là, c'est le plein emploi, c'est un chômage très bas, en même temps, les logements abordables. Ce sont des éléments qui sont des atouts révélateurs de la bonne santé économique, en fait, de cette ville où le gouvernement a toujours misé pour qu'elle devienne en fait un deuxième pôle d'attraction. Mais en même temps, là où c'est important, c'est le potentiel, parce que l'ordre même des ressources humaines, à travers son président directeur général Florent Faqueux, parlait en fait de cette potentialité qui va exister maintenant dans le cadre organisationnel. C'est là où il y a une bonne nouvelle en fait pour les personnes immigrantes, qu'elles soient ici à Montréal ou en région. Ça devient également une très bonne nouvelle. L'autre aspect, pour finir, c'est que dans la plupart des cas, les organismes en région et même les acteurs régionaux ont toujours demandé à ce que les profils sélectionnés correspondent au profil des employeurs. Donc parfois, ce manque d'arrimage, d'adéquation entre la main-d'œuvre et le profil des personnes sélectionnées faisait de telle sorte qu'il y avait aussi, d'une certaine façon, un échec également.
Mais c'est justement, Mohamed, dans le sens-là, c'est une bonne nouvelle de voir que si des entreprises dans votre région commencent à s'intéresser au profil, c'est-à-dire, oups, sont en train de faire des compromis sur ce que Doudou vient de nous dire, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à faire ce qu'il faut, à les sacrifices que l'entreprise devra faire, parce que cette question d'intégration en emploi en région, il faut qu'il y ait quelque part un prêt payé des deux côtés pour qu'on trouve un équilibre, pour trouver le modèle qui va fonctionner, n'est-ce pas? Je veux dire, il faut que l'entreprise s'adapte à vous aussi. C'est pas juste l'individu qui arrive ici qui doit s'adapter à la réalité de l'entreprise. Exactement. De part de l'expérience que j'ai eue aussi avec des entreprises, j'ai rencontré dernièrement une directrice de ressources humaines qui était prête à faire des entrevues en langue espagnole. C'est quand même pour quelque des chose. Candidats, parce que elle maîtrisait la langue, mais elle était prête à faire des entrevues pour ces gens-là, pour les mettre à l'aise et surtout pour encourager les immigrants à venir dans son entreprise. Donc ça, c'est un exemple, je pense, d'entreprises qui ont une bonne volonté et qui ont surtout envie d'avoir plus d'employés immigrants issus de l'immigration dans leur entreprise. Parce que quelque part, s'ils le font, parce qu'ils ont trouvé qu'un immigrant est équivaut à un Québécois ou un Canadien en termes de travail. Ça travaille. Donc, il n'y a pas de différence entre immigrants ou d'autres nationalités. Voilà. C'est ce que Jean-Luc a dit, qu'une entreprise qui embauche un immigrant, il n'en embauchera seulement un seul, il en embauchera plusieurs. Ouais. Les ambassadeurs de la régionalisation. Et ce qu'ils disaient, c'est d'autant plus vrai que maintenant, on est dans un contexte d'internationalisation des PME. Parce que ce que l'entreprise a fait, c'est qu'il est en train d'établir, en fait, ce qu'on appelle les têtes de pont. Ce sont des personnes qui pourront, dans un contexte également, créer aussi des marchés à l'international parce qu'ils maîtrisent également plusieurs langues. Mais ça veut dire, en tant que tel, est-ce qu'on peut commencer à parler d'un nouveau concept de régionalisation, une nouvelle vision d'avenir qui pourrait devenir un modèle québécois? Ce qu'on vit dans la région de Québec, cet intérêt des entreprises sur les personnes et pas juste sur combler un poste. Est-ce qu'on peut parler de quelque chose qui est porteur d'espoir, Jean-Luc? Moi, ce que je dirais, il faut bien comprendre que c'est des changements de mentalité. C'est qu'au niveau, moi, je parlais même de la capitale nationale, puis elle est élargie. Les gens s'intègrent très facilement dans les quartiers. C'est avec, ils font partie maintenant des citoyens. Quand on arrive en région et qu'on arrive dans une entreprise, qu'est-ce que je peux apporter à l'entreprise et où je me vois dans l'entreprise? Ça, je vous le dis, quand je m'en vais en entrevue dans une entreprise, ce que j'ai à démontrer, c'est pas juste ma compétence, mais quel type de personne que je suis et qu'est-ce que je peux emmener à une entreprise pour le bien de l'entreprise et pour mon bien également ensemble. Et également de regarder le cheminement de carrière que je veux faire. C'est pas juste l'emploi, c'est où je veux être dans 10 ans, où est-ce que je veux me diriger là-dedans. Donc, dans les régions, ce que je vous dis, on a une ouverture d'esprit des entreprises. Avant, ce qu'on avait, si on marchait qu'avec subvention, on va donner une prime si vous l'embauchez. On va faire ça si vous l'embauchez. C'était comme si on voulait dire... On obligeait une entreprise à embaucher les immigrants. Embauchez-les à moindre coût, puis essayez les dons. Mais moi, ce qu'on dit, c'est que ce qu'on veut maintenant, c'est l'immigrant a des compétences qui, des fois, le démontre mal. Et quand on va travailler avec, il va découvrir la richesse de cette personne-là dans l'entreprise. Ouais. Et ce qu'on fait maintenant en plaçant l'entreprise, c'est des succès qu'on voit et les gens demeurent. C'est pour ça que vous êtes venu frapper à notre porte, parce que moi, je pense que c'est un défi. Tu parlais de responsabilité partagée, Doudou, tantôt. C'est un défi qui doit être partagé pas juste entre entreprises et organismes comme vous, mais aussi le monde du communautaire, le monde associatif, le monde des... En fait, tous les secteurs doivent voir une vision de société pour notre monde. On va s'enrichir de notre diversité si on a un esprit qui se développe dans cette direction. C'est ce que je pense, sincèrement. Oui, parce qu'il devrait y avoir une pédagogie également, une meilleure sensibilisation, une également information qui permettra, par exemple, aux médias peut-être de montrer les histoires à succès pour montrer aussi que l'immigration et l'intégration, c'est pas juste un problème, mais c'est véritablement une réussite également. Et c'est là que tout est possible et on peut rêver d'un Québec différent qui va s'enrichir de cette diversité qui est déjà là. On a juste à miser dessus et puis à miser avec une vision à long terme de ce que l'on veut. Puis parlant de ça, on va se laisser pour la pause musicale. Ben justement, le groupe qu'on vous présente, le staff Benda Belili, Jean-Marie, de ton pays, le Congo, à Kinshasa. Mais attention, ce sont des jeunes handicapés paralysés qui sont en chaise roulante, qui ont créé un groupe, et c'est vraiment très touchant, des enfants de la rue. Et alors, ils nous ont... Je les ai vus, vraiment, c'est vraiment un groupe... avec la première pièce... fois même que je vois ça. Ben là, délectons-nous nos oreilles avec Moziki.
compte na Big Bang. Assurance, bato bamelanga bango, nalela, bongo ya mingi na fongo lisa compte na Big Bang. Assurance, muziki ya mbala mibale, muziki ya mbala mibale, soki mo bengi ngai na koya lisusu te, bongo base. On est de retour à l'émission ici Radio Refuge. On parle de régionalisation des immigrants. C'était très positif nos débats, Jean-Marie. En cette conclusion de notre dernier bloc, déjà, j'ai le goût de te poser comme question, Mohamed, toi. Bon, tu as réussi ton parcours jusqu'à maintenant, ça va bien. Tu es un signe positif qui nous montre que ça peut marcher. Quel conseil tu donnerais à nos auditeurs? On en a des gens qui nous écoutent, là, qui rêvent peut-être de régionalisation, mais qui ont des incertitudes, qui ont des perceptions négatives, qui disent non, ça marche pas. Moi, j'ai entendu parler qu'un tel m'a dit que non, ça marche pas en région, il n'y a pas de job. Quel conseil tu donnerais, toi, Mohamed? Jean-François, pour te dire que je suis loin d'être le seul cas de réussite, mais il y a d'autres cas encore meilleurs que moi. J'aurais pas eu le temps de les citer. Mais le conseil que je donnerais à n'importe quel immigrant nouvellement arrivé ici au Canada, c'est d'avoir une stratégie de recherche d'emploi. C'est-à-dire de mettre en tête un objectif. Je voudrais atteindre un emploi en combien de temps et si je dois l'atteindre, quel est le chemin que je dois suivre pour l'atteindre. Et de se munir d'outils pour atteindre cet objectif. Et l'un des outils ou des facilitateurs qu'on va dire qui pourront aider l'immigrant à s'intégrer, à trouver un emploi dans son domaine, c'est les organismes d'aide à l'emploi et que nous on fait partie entre autres de ces organismes. Et là, le conseil que je donne aussi, c'est vraiment d'avoir l'esprit positif et essayer de chercher l'emploi qui nous convient, bien sûr, sans oublier, sans se mettre les bateaux dans les roues et se dire qu'on n'arrivera jamais. Et ça, c'est totalement faux. C'est difficile, la vie n'est pas rose, mais on arrive en voulant. On arrivera sûrement. Et comme on dit, qui veut peut, qui ne veut pas trouve des excuses. Ouais. Donc voilà. C'est vrai, en écoutant Mohamed, je vais poser une question à Jean-Luc. On voit que
ton organisme, les SWAT, a des grands défis. Hein. Quels sont les grands défis justement qui attendent les SWAT pour les prochains jours là, ou bien pour les années à venir? C'est certain que c'est notre repositionnement. Il faut comprendre maintenant l'employabilité. On est après changer. On veut aller vers un objectif, non pas d'intégrer des gens dans des programmes, mais de les intégrer en emploi, de maximiser les chances en emploi. Donc ça, c'est un gros défi. La régionalisation, on sait qu'on avait eu des coupures là-dessus. On a lancé le service aux entreprises parce que pour nous, c'était important. Je vous dirais pas que c'est pas facile, qu'on a des difficultés, mais pour nous, c'est un service important. Donc, ça, c'est de tabler là-dessus. Et l'ensemble des régions ont des besoins. L'ensemble des régions peuvent fournir les services pour aider les gens. Donc, les gens qui veulent venir en région, c'est-à-dire ceux qui veulent voir les emplois disponibles, c'est de venir rencontrer dans les régions nos organismes pour les aider à se trouver une stratégie pour mieux intégrer l'emploi. Parce que contrairement à la pensée populaire, il y en a de l'emploi en région. C'est pas ce qui manque. Il y a de l'emploi, puis il y en a dans des différents milieux. Apprendre à lire les emplois et apprendre à se positionner dans un emploi dans notre cheminement. Mm-hmm. Et en parlant d'emploi, nous avons plusieurs postes à combler pour que les gens le sachent. C'est du concret, ça. C'est du concret. Donc, les gens qui sont intéressés pourront aller au www.swat.québec et à la rubrique emploi, ils trouveront des offres d'emploi, ils pourront postuler et on recevra leur CV et on les contactera, bien entendu, si leur profil correspond, mais même comme ça, on les gardera en tant que clients. Et voilà, le SWAT est là pour ça aussi. Et puis nous autres, on est là pour motiver notre monde parce que nous, on y croit. On vous a rencontré, on a vu des modèles d'intégration, on parle avec des gens comme Doudou Saut dans notre région qui ont réfléchi à ces questions-là. D'ailleurs, Doudou, toi, t'as tellement réfléchi que t'as pondu des livres, d'ailleurs, sur ces questions-là de la régionalisation, de l'intégration, de tous ces défis-là, de se vivre ensemble. Effectivement, sur la question du vivre ensemble harmonieux, des outils aussi qu'on peut retrouver également dans les deux ouvrages, parce que mon objectif, c'est de bien outiller les personnes immigrantes, de bien préparer en fait leur arrivée au Québec, d'avoir les bonnes informations, d'être entouré aussi par les bonnes personnes également. Et l'objectif également, c'est de pouvoir leur donner les meilleures informations pour qu'elles soient mieux structurées, pour qu'elles réussissent à convaincre, séduire et rassurer les employeurs, pour qu'elles sachent également quelles sont les compétences recherchées par les employeurs, mais en même temps aussi quels sont les obstacles et la façon aussi de pouvoir véritablement trouver des voies et moyens. Où est-ce qu'on se les procure, tes livres, si on veut l'avoir? On va sur ton blog? C'est mon blog, www.doudousowwordpress.com. Doudousow, D-O-U-D-O-U-S-O-W. Oui, et on trouvera en fait la liste des points de vente, parce que quand même, les livres sont disponibles dans plusieurs points de vente. Alors, Jean-François, on ne va pas se quitter sans justement parler de nos 3 activités à venir, notamment demain avec le jeune de l'école de Fernam, vendredi notre atelier de relaxation dans les cadres de la santé globale, oui. Et mardi le premier groupe de discussion avec les pères immigrants pour parler des réalités auxquelles font face les papas africains que nous sommes. Donc pour en savoir plus sur toutes ces belles choses, vous allez sur www.centrafrica.com avec un K, comme on a toujours l'habitude. Jean-Luc Gélina, Mohamed Hamidi, pardonnez-moi, Doudou Saut, merci beaucoup de votre présence et bonne année à vous tous. Et merci Martina, à la prochaine. Bonjour. Alors, pour la prochaine émission, le 17 février, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Donc, nous serons présents en ondes. Et donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Le 17 février à 11h30. Chers auditeurs, portez-vous bien et à bientôt. Et on se laisse avec une pièce encore de ces jeunes qui nous viennent de Kinshasa au Congo. Ces jeunes qui ont bâti même leur bicycle et leurs chaises roulantes à partir de leurs propres outils et instruments et même leurs instruments de musique. Donc, on se laisse avec Moziti. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer le 17 février. Merci, chers auditeurs, et à tous, plein de solidarité en 2016. Moto moindo la muka